François-Bernard Huygues, bonjour. Bonjour mon général. Bienvenue au sein de cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire et merci d'intervenir au profit de ce cours en ligne. François-Bernard Huygues, vous êtes docteur en sciences politiques, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous êtes consultant et enseignant en stratégie. Vous avez publié de nombreux ouvrages et votre dernier opus, Fake News, la grande peur, est disponible chez VA Press. Au terme de cette semaine consacrée à l'extension du champ des questions stratégiques à l'économie, au cyberespace, au sport, à la culture avec la francophonie, j'ai envie de vous poser tout d'abord cette question. Quels vous semblent être les points clés des 4 interventions de la semaine ? On voit bien autour de ces 4 interventions qu'il y a des problèmes qui tous sont liés à la technologie et à la mondialisation de choses parfois beaucoup plus anciennes. Alors, prenons Pascal Boniface, il nous parle de quelque chose de très ancien, c'est l'utilisation du sport comme élément de prestige, exaltation du sportif ou de l'athlète lui-même, mais derrière exaltation de sa nation ou de sa patrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ancien et qu'on connaît depuis toujours. C'est une compétition, le terme savant c'est agonistique, enfin disons ritualisée. Oui. C'est une guerre qui ne fait pas de mort pour des enjeux conventionnels et qui permettent de briller selon des règles. Donc l'athlète le meilleur apportera du prestige à son pays, à sa communauté, mais suivant des règles universelles. Alors, qu'est-ce qui change maintenant ? C'est l'image. Le sport, c'est un langage universel, c'est le langage du corps que tout le monde peut comprendre. Et ce corps, il est offert à la planète entière à travers les télévisions internationales d'information. Nous vibrons tous à la même seconde, à la même course ou au même coup de raquette. Donc là, il y a quelque chose qui est nouveau. On ne peut plus s'enfermer à l'égard des ondes cathodiques, ou très difficilement la Corée du Nord peut-être. Et donc là, il y a ces célébrations universelles qui ont pris une nouvelle dimension, mais derrière, évidemment, toujours la rivalité des nations, parce que celle qui brillera, qui aura le plus de médailles, gagnera en prestige, en attractivité, et non plus pour prouver qu'elle a des corps de jeunes guerriers prêts à l'emporter dans le premier conflit, comme c'était probablement le cas au début du XXe siècle. Après, on voit une autre question où des problématiques anciennes se modernisent complètement, c'est celle de la francophonie. C'est aussi une idée ancienne, moins ancienne, elle date, on va dire en France, à peu près d'après la guerre de 1870, quand on constitue les alliances françaises. Quelle est l'idée des alliances françaises ? Bon, nous avons perdu la guerre, nous avons perdu de la puissance, mais nous sommes la France de la culture, des droits de l'homme, de l'excellence intellectuelle, et nous avons cette merveilleuse langue que nous habitons, comme dira plus tard Camus. Donc nous allons à travers le monde créer des instituts pour montrer notre culture et répandre notre langue, et nous attirons les enfants des élites, ceux qui plus tard seront ministres ou grands industriels dans leur pays. Donc c'est une idée de la fin 1873, je crois, les alliances françaises. C'est une idée qui s'est prolongée avec des instituts français. J'ai moi-même dirigé un moment un institut français dans les Vénéties. En quoi la technologie va changer la chose ? Là encore, c'est très bien d'avoir des instituts. D'ailleurs, on est en train plutôt de fermer les instituts français pour des raisons budgétaires. Mais il y a la question d'une présence audiovisuelle, la capacité d'atteindre en français ou dans leur langue ceux à qui on veut s'adresser pour donner la meilleure image de notre pays et exprimer un point de vue multiculturaliste. Alors, il y a eu toute une série de radios RFI, une radio arabophone, il y a le grand projet évidemment de France 24 dans 3 langues, TV5, etc. Il y a toutes sortes de projets successifs empilés qui visent à permettre
peut-être pas cette voix de la France, mais à ces voix qui représentatives de la France, d'atteindre partout dans un milieu audiovisuel international extraordinairement concurrentiel. On va rencontrer des CNN et maintenant des Russia Today dans cette lutte mondiale pour occuper, je dirais, l'attention des cerveaux humains et les ouvrir à notre langue et à notre message. Si on prend la notion très intéressante d'ailleurs de coopétition, on retrouve quelque chose de similaire. Alors, faire de la compétition, avoir des relais, utiliser même l'information pour gagner des marchés ou gagner de l'innovation, ça et être féroce dans la guerre économique, ça c'est quelque chose qu'on sait faire depuis très longtemps. Mais là, on voit bien qu'on est à une telle échelle technologique qu'il peut y avoir avantage à passer un accord avec son compétiteur. Par exemple, pour s'économiser énormément d'efforts de recherche pour trouver les meilleures technologies que lui, il aura de toute manière, et on peut établir la base d'un accord. Donc on voit cette ambiguïté, comme dans le sport, coopération et rivalité en même temps. On voit cette grande ambiguïté qui est liée à la globalisation. Enfin, le dernier chapitre, le cyber, alors ça, c'est vraiment... le cyberespace, c'est vraiment le domaine du paradoxe par excellence. D'abord, nous avons vécu dans l'idée que ça allait être un monde merveilleux, où tout le monde aurait accès à toutes les informations et où surtout personne ne pourrait rien contrôler. Je relisais récemment le manifeste pour la liberté du cyberespace, dont l'auteur est mort il y a quelques jours, qui proclamait « c'est une nouvelle phase de l'humanité, vous ne pourrez plus nous contrôler et toutes les idées circuleront ». Évidemment, c'est faux. Non seulement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'énormes possibilités de contrôle, de balkanisation, etc., mais que l'hostilité, les rapports d'hostilité qu'on croyait avoir chassés dans ce monde merveilleux, universel des bits électroniques, l'hostilité revient, et elle revient à travers des formes à la fois dangereuses. On peut espionner, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis des millénaires, mais on le fait à une toute autre échelle avec le numérique. On peut saboter, là aussi une pratique ancienne, mais saboter en paralysant 300 000 ordinateurs quelques jours, ou comme les ransomware Petya NotPetya, en touchant des centaines de milliers d'ordinateurs et en paralysant des institutions aussi fondamentales qu'un hôpital ou une grande société. On peut l'utiliser à des fins de désinformation et de propagande, avec ce facteur nouveau que non seulement ces techniques antiques sont très amplifiées par la technologie, mais que un acteur idéologique peut attaquer un État peut se déguiser en acteur idéologique pour attaquer un acteur économique peut, etc., etc. Donc on voit qu'il y a un effet de paradoxe et de confusion dans la conflictualité tous étages en quelque sorte, qu'apporte le numérique, avec en plus un changement profond dans les règles de la guerre entre guillemets ou de l'affrontement. Autrefois, quand les tanks ennemis franchissaient votre frontière, bon ça y est, vous saviez que la guerre avait commencé, on ne pouvait pas se tromper de tank ni de frontière. Aujourd'hui, avec l'anonymat que permettent les attaques informatiques, on hésite énormément à riposter contre un adversaire difficile à identifier, ou que peut-être quelqu'un de très malin vous a désigné comme coupable en mettant des faux drapeaux dans les dispositifs techniques d'attaque. Donc ça demande, si j'ose dire, d'ajouter à l'intelligence stratégique classique, celle du général, l'intelligence du détective, il faut être les Hercule Poirot du numérique.